Alors il y a à la fois, Benoît Hamon, bonjour et bienvenue, des petites phrases et en même temps des réflexions de fond, c'est tout à fait normal. Après une présidentielle qui a été une véritable bérésina, c'est pas un reproche que je vous adresse, mais c'est une réalité. Les petites phrases, c'est le grand canard à la renverse, Bernard-Henri Lévy, ou le canard sans tête, Marie-Noëlle Lienemann, donc ceux qui finalement actent le décès du Parti socialiste et d'une certaine manière le décès culturel de la gauche aujourd'hui. Est-ce que c'est une thèse que vous reprenez ? Les appareils, d'abord, les partis politiques ont déçu. C'est pas anormal qu'ils s'éteignent quand ils n'ont plus beaucoup de fonctions. En l'occurrence, un parti socialiste qui se revendique de la social-démocratie, s'il n'est plus ni très social, ni très démocrate, ni très démocratique, c'est pas anormal qu'il s'éteigne. Je pense pas que la gauche s'éteint avec les partis politiques. Il faut accepter que ça prenne du temps, après le traumatisme ou les traumatismes électoraux et politiques qui ont été vécus dans les dernières années. J'y rajouterais même plus qu'un traumatisme politique, une forme de faillite morale qui était celle d'une gauche qui avait accepté la déchéance de nationalité, qui avait accepté de construire des lois sur le travail en contradiction absolue avec ses convictions et ses valeurs historiques. Donc le procès de François Hollande, pour vous, continue aujourd'hui. Mais c'est pas le procès. Je pense que ça ne repose pas sur un seul homme, ça repose sur... C'est lui le président, oui, pardonnez-moi. Bien sûr, dans la Ve République, c'est important. Et vous l'avez combattu de l'intérieur assez violemment. C'était la dérive d'une social-démocratie qui, partout en Europe, s'éteint. Donc il faut accepter que ça prenne du temps. Ensuite, que dire ? C'était intéressant d'écouter Guillaume Tabar à l'instant. Je pense, il y a toujours eu deux gauches en France. Une gauche, on appelait ça la première et la deuxième gauche. Mais il y a aujourd'hui, confronté aux grands enjeux écologistes, à la question du rapport au travail, à la construction européenne, à l'ouverture ou pas du continent européen à des phénomènes migratoires liés aux événements climatiques, il y aura toujours deux gauches. Il y a une diversité qu'il faut assumer. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est sans doute pas de partir d'appareils résiduels, et parce qu'ils cherchent à se sauver eux-mêmes, d'abord les appareils, les partis politiques. Donc on est bien d'accord ce matin que le PS est mort. Enfin, le PS d'Olivier Faure est mort. C'est difficile pour moi de prononcer cette sentence de l'extérieur, mais il me semble aujourd'hui qu'à partir du moment... Vous l'avez quitté, c'est pas pour, à partir du moment où il n'a aucune utilité sociale, au sens où il ne sait pas dire comment il améliorerait la vie des gens. À partir du moment où il ne pense pas le nouveau rapport au travail lié à la révolution du numérique, c'est pas rien de savoir que un emploi sur deux va être transformé par la révolution numérique. Qu'est-ce que ça va changer à nos contrats de travail ? Comment financera-t-on les retraites s'il y a moins d'actifs alors que ce sont les actifs qui payent les pensions des retraités ? À partir du moment où on ne pense pas le changement de modèle de développement lié au dérèglement climatique, on sait qu'il va falloir qu'on consomme autrement. On sait qu'il va falloir qu'on produise autrement. Moi, j'aimerais que le président de la République, mais là, je rêve, et je rêve en direct, j'aimerais qu'il se mette à la hauteur de ce qu'avait été un John Fitzgerald Kennedy aux États-Unis, qui avait dit dans 10 ans, on sera sur la Lune. 8 ans plus tard, ils y étaient. Et là, il faudrait dire quoi ? Non pas viser la Lune ou Mars, mais dire en 2050, l'économie française sera sans carbone. Cela mobilise la recherche, l'innovation, les entrepreneurs, les élèves, les étudiants. Bref, on se reconstruirait une communauté de destin sur un objectif vertueux. Préparer pour nos enfants et nos petits-enfants, les générations futures, une France et un continent européen respirable. C'est autour de ça que la gauche peut se reconstruire. Et je pense, moi, aujourd'hui, que tout existe sur le terrain, des solutions, elles sont expérimentées par des citoyens, des mouvements horizontaux, transversaux. Pardonnez-moi, mais il faudrait que le pouvoir politique, et c'est pas simplement en France, mobilise un capital financier qui, pour l'instant, ne se rue pas justement sur les énergies alternatives. Parce que c'est pas une décision politique à la suite d'un conseil des ministres qui va faire que les grands fonds de pension dans le monde vont se ruer sur les éoliennes s'ils préfèrent spéculer. Vous avez entièrement raison, mais à partir du moment où il y a une politique qui s'appelle politique de création monétaire, qui est initiée par la Banque Centrale Européenne, par exemple, qui tous les mois va créer entre 20, 30, 40 milliards de monnaies supplémentaires. Si nous décidions de flécher ne serait-ce que la moitié de cette création monétaire, ce qu'on appelle le quantitative easing, vers la transition écologique et énergétique à l'intérieur, cela contribuerait très largement à engager notre modèle de développement vers une économie qui soit une économie, moi je dis pas vertueuse en tout point, mais qui nous assure que demain, on arrête de penser qu'on peut faire une croissance infinie dans un monde fini. Ça n'existe pas. Ce sont des barrières physiques, biologiques. Et il y a quelque chose d'un peu d'incroyablement, d'une démesure incroyable dans le système capitaliste qui pense qu'il peut tout vaincre, tout dompter. Pas cela, pas le fait que nous sommes sur une planète finie. Ouais, vous avez l'habitude des médias, dans toute bonne interview, en tout cas l'interview raisonnable, il y a toujours une question désagréable. Tout à l'heure, je vous voyais sourire quand on parlait de François Hollande et de son retour.
Mais vous concernant, on peut aussi se dire SOS fantôme. Attends, le résultat qui a été celui que vous avez obtenu pour les socialistes à la dernière présidentielle, il y a quand même des gens qui pourraient considérer, outre le plaisir que nous avons à bavarder ce matin et à réfléchir, que vous êtes totalement décrédibilisé. Faut pas m'inviter alors à ce moment-là, monsieur Non, Durand. mais pas du tout. Mais j'ai dit... Non, mais vous avez entièrement raison de poser les questions aussi crûment. C'est d'ailleurs votre métier. La question qui se pose, c'est que je me suis posé moi. C'est les thèmes que j'ai développés pendant l'élection présidentielle, autour du revenu universel et d'un rapport au travail qui va se transformer. La transition écologique, l'idée de prendre en compte la robotisation qui remplace les hommes et de la mettre à contribution du financement de la sécurité sociale et des retraites. Plutôt que d'augmenter la CSG, ce qui serait pas plus intelligent aujourd'hui, de voir que dans des entreprises qui robotisent là où elles avaient des salariés, on n'a plus de cotisants, de salariés, ni de l'entreprise, et qu'il faudrait penser la mise à contribution de la valeur ajoutée. Oui, mais je pense que... Le leadership, ça a été évoqué par Tabar. Mais je pense aujourd'hui, alors qu'est-ce qui explique que je reste un des deux ou une des deux personnalités les plus populaires à gauche? Sans doute que les thèmes que j'ai développés sont les bons, et sans doute aussi que la sanction qui s'est adressée aux représentants du Parti socialiste ne concernait pas son projet, mais fondamentalement le Parti socialiste, cette étiquette. Donc moi je crois aujourd'hui toujours important de continuer à se battre pour ces idées, et notamment parce qu'on va assister à un match pipé, truqué aux européennes, entre des libéraux conservateurs incarnés par M. Macron et des nationalistes qui vont nous dire, dans les deux cas, écoutez, le principal adversaire, c'est l'autre. Moi, je pense aujourd'hui que si on ne... Vous croyez sérieusement que vous pouvez peser dans cette affaire-là? Ah oui, je crois très sérieusement. Quand je vois les résultats des écologistes, quand je vois les résultats des écologistes en Belgique et en Allemagne ce week-end, je me dis que oui, la prise de conscience, elle existe aujourd'hui de l'importance de changer au niveau européen de modèle de développement. Vous y allez, vous? Oui, je l'ai dit et répété, je m'engagerai totalement dans cette bataille. Et je m'engagerai au nom de génération. Je m'engagerai au nom de génération, au service d'une dynamique, je veux, plus large et citoyenne. On a évoqué des noms. Le problème, ce ne sont pas les noms. C'est de savoir si cette dynamique existera. Je vous dis qu'elle existera et j'y serai totalement engagé. Il y a actuellement une volonté qui est quasiment claire. On prend le cas de Marie-Noëlle Lienemann, mais ça pourrait être Emmanuel Morel et d'autres, de rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez bien connu pendant la campagne, puisque vous avez accusé de l'avoir fait perdre, en gros. Donc comment vous... C'est son point commun avec François Hollande. Vous avez remarqué? François Hollande dit c'est à cause de Benoît Hamon que j'ai pas pu me représenter. Jean-Luc Mélenchon, c'est à cause de Benoît Hamon que j'ai répondu, que j'ai perdu. Pourquoi ils partent tous du côté de Mélenchon? Puisque finalement, eux étaient au Parti Socialiste, ils connaissent cette équation. Oui, ce sont les retrouvailles de l'ancienne gauche du Parti Socialiste. Et ce sont leurs retrouvailles, c'était la gauche des années 90, elle se retrouve désormais en dehors du Parti Socialiste. Cette gauche-là, très bien. Mais moi, je veux pas commenter les mouvements d'appareil. En fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je pense. Mais ils sont quand même ils sont numériquement parlant, en tout cas à la fois à l'Assemblée et en nombre de votes à la dernière présidentielle, largement devant tout le monde. Mais soit, personne n'a contesté cela. La question qui est posée aujourd'hui, c'est la gauche a-t-elle vocation à se rallier derrière un nouveau César? Non. La gauche, elle a toujours été diverse. Non seulement elle est diverse, mais moi je pense aujourd'hui que sur la question européenne, il n'y a pas de réponse nationale à la crise européenne. Il n'y a que des réponses européennes. Parce que dans le contexte de la montée de la xénophobie des nationalismes, je pense que toute réponse nationale, non, mais toute réponse nationale ne peut être à la fin que nationaliste. Et c'est la grosse différence que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon, et je l'assume, c'est que moi je dis la réponse est européenne, et donc démocratique, d'où l'importance, oui, qu'il y ait face à Emmanuel Macron, une alternative démocratique, écolo, progressiste, que je veux incarner avec d'autres en France, plutôt que simplement une réponse qui serait de type souverainiste, attention, si l'Europe n'est pas comme on le pense, on casse la baraque et on en sort, ou nationaliste, comme Marine Le Pen l'incarne. Je pense que, et je veux le dire un peu gravement, mais dans un contexte où on voit monter la xénophobie, la violence liée à la xénophobie, le nationalisme partout. Je pense que dans ces moments-là, il faut réaffirmer ce que nous sommes, internationalistes, partisans de la coopération, soucieux aujourd'hui, soucieux d'être patriotes au bon sens du terme, c'est-à-dire défenseurs des valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité. Et ça commence, à l'égard des phénomènes migratoires, par dire qu'on ne peut pas être fermé, comme on l'est aujourd'hui, mais qu'on doit honorer un devoir d'hospitalité à l'égard de ceux qui sont en danger en Méditerranée. Alors, 3 petites questions. Vous avez dit César pour Mélenchon, est-ce qu'il est néfaste ? Est-ce que c'est un personnage néfaste ? Non, mais moi, moi, le caractère toxique des uns et des autres, je veux pas psychologiser le débat politique. Enfin, vous l'avez dit, César, c'est quand même dans votre bouche assez péjoratif. Je constate une pratique personnelle de Jean-Luc Mélenchon qui ne correspond pas à l'idée que je me fais de l'intelligence collective. Moi, j'ai défendu une 6e République qui reposait sur l'intelligence collective. Je ne crois pas
Et on vient de le voir avec Emmanuel Macron, une sorte de roi-enfant qui est saisi par la démesure, que l'homme providentiel, ça n'existe pas. Et c'est pas à la gauche de remplacer un homme providentiel défaillant à droite par ce qui serait un autre homme providentiel de gauche. Je crois en l'intelligence collective, d'où mon désir que nous passions à la 6e République. Tout à l'heure, j'évoquais avec humour et pas avec méchanceté SOS Fantôme. Que pensez-vous de cette espèce de tournée de François Hollande? Je n'aurais jamais dû être un président normal, j'aurais dû dire humain, etc. Il y a une arrière-pensée derrière tout ça. Vous connaissez la phrase du général de Gaulle, il faut toujours se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Est-ce que les arrière-pensées de François Hollande, c'est de revenir? Je pense que ce sera le dernier à tourner la page, mais la page, elle est tournée par les Français depuis très longtemps. Mais il y croit encore. Il a le droit. Et la dernière question est simple. Vous avez été ministre de l'Éducation. Blanquer présente aujourd'hui sa loi devant le Conseil supérieur de l'Éducation nationale. Horizon 2019, donc scolarisation dès l'âge de 3 ans et reformation des profs, ce qui a l'air d'exaspérer justement un certain nombre de syndicats enseignants. Est-ce que Blanquer est le grand ministre de l'Éducation nationale, vous qui l'avez été? Mais là encore, les résultats, ça se juge sur le temps long. Surtout dans le domaine de l'éducation. Oui, mais c'est le temps long. Moi, je regrette là aujourd'hui qu'on prenne des risques dans l'éducation nationale en supprimant des postes de professeurs ou en ne renouvelant pas des postes de ce qu'on appelle des contrats et des adjoints administratifs auprès des directeurs, parce que moins d'adultes à l'école, c'est pas bon. Je pense que donc on prend un grand risque après. Enfin, le cœur de tout, c'est les élèves. C'est plus les élèves que les profs. Oui, mais il vaut mieux qu'il y ait des profs, quand même, pour leur enseigner aux élèves. Et quand vous voyez, par exemple, dans les études qu'un élève sur 2 a des difficultés en calcul mental dans les petites classes, c'est quand même ça veut dire qu'il faut continuer à insister sur le primaire. De ce point de vue-là, Blanquer a repris la priorité du précédent quinquennat, priorité au primaire, c'est important. Et moi, j'ai soutenu les dédoublements des classes en zone d'éducation prioritaire. Je pense qu'il faut continuer à mettre l'accent sur l'école inclusive à l'égard des enfants en situation de handicap et donc soutenir les AVS aujourd'hui qui accompagnent ces enfants-là. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut insister. Mais ce que je veux dire, c'est que avant de dire que c'est un grand ministre de l'Éducation, c'est une question que je vous pose. Oui, attendons un tout petit peu. Merci beaucoup. Benoît Hamon pour Génération, donc était l'invité politique de la matinale. Il est 8h28. Bonne journée à vous. Merci à vous.